Bienvenue à toutes et à tous à ce rendez-vous hebdomadaire dédié à la revue de l'actualité africaine et internationale. C'est toujours un immense plaisir pour toute l'équipe de cette émission de vous savoir nombreux à nous suivre depuis les différentes villes africaines et pourquoi pas d'ailleurs. En parlant d'équipe, ils sont déjà sur ce plateau, toujours fidèles à ce rendez-vous. Je veux parler de Axel Eman Abalo. Bonjour. Bonjour Carole Adriana Fabricon, bonjour également à tous vos téléspectateurs. Juste à côté de vous, Stanislas Langenfin. Bonjour Carole. À côté de moi, on l'appelle Childéric Carlos Sessou. Bonjour Carole. Merci d'être sur ce plateau. Et C'est un plaisir. Je termine par la dame, Ghislaine Eboko, bonjour. Bonjour Carole Adriana, bonjour chers téléspectateurs. Merci à tous les quatre d'être sur ce plateau. Sans plus tarder, nous démarrons avec la première actualité de cette émission qui nous amène en République démocratique du Congo. Et vous le savez, au nombre des pays qui ont été au cœur de l'actualité africaine cette semaine, on retrouve bien entendu la République démocratique du Congo et plusieurs événements ont donc agité le pays cette semaine. Entre autres, le lancement de la campagne Bye Bye Kabila et la nationalité contestée du nouveau Premier ministre Sami Badibanga. Voilà. Suivons ici un récapitulatif de tous ces événements dans ce reportage que nous propose Axel Eman Abalo. L'article 220 de la Constitution congolaise doit être respecté et pas question d'une période de transition en République démocratique du Congo. Voilà qui a poussé ces jeunes membres de différents mouvements réunis en une association pour dire non à Kabila à travers ce mouvement dénommé Bye Bye Kabila. Qu'on soit du Rassemblement de l'opposition, du Mouvement pour la libération du Congo MLC ou encore de la Lucha et bien d'autres, le point commun reste le départ sans conditions et délai et à bonne date du président Joseph Kabila. La République démocratique du Congo doit passer à une alternance, prône haut et fort ces jeunes décidés à en découdre avec le pouvoir en place. Et pendant ce temps, c'est le nouveau Premier ministre Sami Badibanga qui se retrouve lui au cœur d'une polémique au lendemain de sa nomination. L'homme serait d'une double nationalité, une disposition proscrite par les tests congolais. Les choses se compliquent ainsi pour le nouveau Premier ministre qui jusque-là ne s'est lui-même pas encore prononcé. Sami Badibanga renoncera-t-il au poste ou sera-t-il éjecté du gouvernement en attendant la version du Premier ministre ou encore celle du gouvernement sur la question? La bataille judiciaire est ainsi déclenchée et tous les regards sont désormais tournés vers la justice appelée à décanter la situation. Voilà, de retour sur le plateau après ce reportage de Axel Eman Abalo sur la situation sociopolitique en République démocratique du Congo. Eh bien, Axel Eman Abalo, les journaux en ligne ne sont pas restés en marge de cette actualité, notamment en ce qui concerne la double nationalité du Premier ministre Sami Badibanga. C'est vous qui aviez raison. Démarrons donc cette revue par le Djeli qui préfère donc se poser une grosse question. Et par conséquent, titre à sa une Sami Badibanga, la double nationalité, obstacle ou prétexte. Le confrère écrit qu'en assumant les fonctions de président du groupe parlementaire UDPS et allié depuis 2011, il devrait être loin d'imaginer que sa nationalité belge puisse être un obstacle à son accession à une fonction publique en RDC. Et c'est la preuve que la crise actuelle au Congo est plus complexe qu'on ne peut l'imaginer. D'un point de vue strictement juridique, le débat sur la double nationalité de Sami Badibanga est des plus légitimes, confirme le confrère, car la constitution du pays est aussi claire que précise sur la question. Et pour étayer son argumentation, il parlera de l'alinéa 1 de l'article 10 de la loi fondamentale du pays qui stipule la nationalité congolaise est une exclusivité, est exclusive, voilà. Elle ne peut être détenue concurremment avec une autre nationalité. Fin de citation. Pendant ce temps, Africa Arabia, lui, préfère aborder un angle du sujet et parle de nationalité, un débat jamais tranché. Le débat est aussi sensible à Kinshasa et date du temps de Mobutu. Autrement, il embrasse et ministres, députés, autorités à divers niveaux, conclut le confrère tout en notifiant que la nationalité a toujours été au cœur des conflits congolais politiques. Et aussi, à côté de cette histoire de double nationalité de Sami Badibanga, il a été également question de la campagne Bye Bye Kabila. Et ça, les journaux en ont aussi parlé. Évidemment, cette information est restée le chou gras des confrères toute cette semaine qui sont allés dans tous les sens dans le traitement de l'information. On va commencer d'abord par VOA. VOA en a parlé et placard à sa une, lancement de la campagne Bye Bye Kabila en RDC. Approché des organisateurs du mouvement, le confrère rapporte ici les raisons. Je cite très rapidement. Nous nous sommes mis ensemble dans cette campagne qui consiste à sensibiliser la population congolaise pour que nous fassions respecter la Constitution le 19 décembre 2016. C'est-à-dire le président Kabila doit respecter la Constitution en démissionnant ce jour. Chacun tire donc le drap de son côté et tente de se défendre selon le confrère.
Pour d'autres, les raisons de l'organisation d'une telle sortie sont encore plus profondes. Les raisonnements diffèrent d'une personne à une autre. Pour certains, il s'agit d'une contre-campagne contre la nomination d'un Premier ministre et d'un gouvernement qui constitue en fait une distraction visant à amener à une violation de la Constitution en maintien de M. Kabila à son poste au-delà de la date du 19 décembre. Et puis, l'actualité en République démocratique du Congo a reçu également un écho en dehors du continent africain puisque l'Union européenne a menacé de sanctionner certaines autorités congolaises. À la une de Africa News, on pouvait lire RDC, l'Union européenne menace de sanctions individuelles ceux qui s'opposeraient au processus électoral. La relation entre l'Union européenne et la République démocratique du Congo est de plus en plus froide. Une nouvelle injonction communiquée lundi par les 28 pays membres de l'organisation quant aux sanctions individuelles qu'elle promet d'administrer à ceux qui s'opposeraient au processus électoral de 2017 fera sans doute réagir les autorités congolaises qui adorent le principe de réciprocité. Selon le confrère, l'organisation européenne aurait besoin de faits accablants, autrement de preuves beaucoup plus tangibles pour sévir. Nous avons besoin d'éléments de preuves suffisamment solides pour les sanctionner, a laissé entendre un diplomate européen à nos confrères. Il a par ailleurs évoqué des autorités autour de Joseph Kabila qui seraient les premières cibles. Le confrère ne va pas s'arrêter en si bon chemin, mais rapportera aussi ses propos d'un député qui a requis l'anonymat. Je cite, l'Union européenne entend condamner les violences meurtrières survenues en RDC, en particulier à Kinshasa, les 19 et 20 septembre derniers. Merci Axel Emanabalo pour ce point. Alors vous, Chidéry Kalosessou, quelle est votre lecture de cette actualité congolaise? Eh bien, on voit aisément, on remarque que la République démocratique du Congo est loin donc de parvenir à un calme comme on l'aurait souhaité. Vous avez remarqué assez de choses. C'est une certaine dynamique, mais qui va dans le sens qu'on n'aurait pas souhaité en République démocratique du Congo depuis cette crise, les marches qui ont été réprimées par la police sur l'ordre, il faut le rappeler, des autorités congolaises. Alors, je vais d'abord prendre un aspect particulier qui m'intéresse beaucoup, c'est d'abord la question de nationalité du Premier ministre Sami Badibanga. Cette actualité, moi, m'amène à dire qu'il y a un manque d'accord de sincérité et de franchise au niveau des personnalités congolaises, même si la question a été abordée à plusieurs reprises et depuis plusieurs années, il est quand même important de mettre un thème, de mettre fin à cette question qui ne respecte pas la Constitution. Il est dit que quand vous êtes responsable, enfin, la nationalité congolaise ne doit pas être en vigueur au même moment, simultanément, qu'une autre nationalité. Il est vrai que celle à laquelle les Congolais font recours le plus souvent, c'est la nationalité belge, parce que ça se comprend, la colonisation qui a pris par là, il y a une certaine facilité, la Belgique qui aide toujours le Congo, les Congolais qui prennent les dispositions pour sortir du pays à tout moment quand ça les aurait et donc ça ce les que vous arrangerait. proposez concrètement, c'est de revenir sur cet aspect-là de la Constitution qui interdit tout à fait, le respect nationalité. de la Constitution, c'est important. Au-delà de Sami Badibanga, à l'Assemblée nationale, il y a plusieurs Congolais, il y a plusieurs députés, par exemple, qui détiennent toujours la double nationalité. Et ce n'est pas bien. Ça, c'est aussi la violation des règles qui sont prescrites. Ce n'est pas seulement le président Joseph Kabila qu'il faut accuser. Il ne faut pas tirer uniquement sur Joseph Kabila parce qu'il a l'intention de revenir sur le contenu de la Constitution et se faire éterniser au pouvoir. Pas du tout. Ce n'est pas seulement à ce niveau. Il y a plusieurs aspects. Et moi, je pense, comme je l'ai dit à l'entame, qu'il y a un manque de sincérité et de franchise. D'accord. Merci à vous, Chidéry Kalosessou. Vous le savez, en République démocratique du Congo, la date du 19 décembre prochain est une date fatidique puisque, étant la date constitutionnelle de départ du président Joseph Kabila, c'est normalement la date de fin, c'est normalement la fin de son deuxième et dernier mandat. Donc tous les regards sont cristallisés par cette date-là. On parle de beaucoup de craintes. Les gens ont peur. Qu'est-ce qui va pouvoir se passer ce jour là? Et dans la foulée, il y a eu une campagne Bye Bye Kabila qui a été lancée par la jeunesse du pays, une campagne qui pour le moment affiche des allures de sensibilisation. Il parle de mener des actions dans le calme. Est-ce que vous, Stanislas Nanganfin, est-ce que vous pensez que la jeunesse va garder ce calme-là jusqu'à la date du 19 décembre?
Eh bien, je ne sais pas de quel calme parlez-vous. Je crois que la jeunesse congolaise aujourd'hui prend sa destinée, son destin en main. Et c'est vraiment ce que moi particulièrement j'encourage dans la politique africaine. Il faut que la jeunesse commence par prendre ses responsabilités. Et là, j'ai compris que les jeunes Congolais ne sont pas vraiment restés loin de la dynamique que je leur aurais proposée si j'étais vraiment proche d'eux. De toute façon, si aujourd'hui il y a la campagne Bye Bye Kabila, ce n'est que légitime, ce n'est que justice rendue pour eux-mêmes, parce que personne ne quittera ailleurs pour venir leur remettre le pouvoir qu'ils ont confié, Congolais, au président Joseph Kabila. Lorsque le peuple vous confie le pouvoir et qu'à l'issue de l'exercice de ce pouvoir, vous ne voulez pas rendre ce pouvoir, le peuple est obligé par tous les moyens de vous l'arracher. Et je crois que la jeunesse de la campagne Bye Bye Kabila est dans cette dynamique qu'il faut encourager. Il devrait être supporté par les autres associations qui ont la même visée, la même politique que cette association. Ils doivent aller jusqu'au bout. Ils ne doivent pas démordre, ils ne doivent pas avoir peur de la répression. C'est vrai, on connaît bien la méthode, je dirais, répressive de la police congolaise, avec bien sûr les ordres de Joseph Kabila. Il ne faut pas qu'ils soient, je dirais, intimidés, qu'ils ne reculent devant rien, qu'ils aillent jusqu'au bout. 19 décembre, c'est le délai. C'est vrai qu'il y a un accord qui, de fait, je dirais, autorise Joseph Kabila à aller jusqu'en avril 2018, mais cet accord, à mon avis, est nul parce que, enfin, c'est mon analyse, je dis c'est nul parce qu'un accord n'a jamais été, un accord politique au sein d'un pays n'a jamais été au-delà, sinon au-dessus, n'est pas supérieur de la Constitution. La Constitution reste, c'est-à-dire en vigueur. Une fois que Joseph Kabila n'est pas officiellement sorti pour dire qu'il met fin à la Constitution congolaise, la Constitution reste en vigueur et par conséquent, cet accord n'a aucun effet. Et donc son mandat finit le 19 décembre. Les jeunes doivent continuer leur bataille et ils doivent aller jusqu'au bout. D'accord. Et puis, parlant de cette campagne Bye Bye Kabila, on retrouve à la tête de cette campagne-là la jeunesse du MLC, la jeunesse de la Lucha, la jeunesse également du collectif Filembi. On se rend compte aujourd'hui que l'objectif est suffisamment important, l'enjeu est suffisamment important pour arriver à fédérer les énergies de ces jeunes-là qui ne s'entendent pas toujours sur les voies et moyens de sortie de crise. Et dernièrement, on a vu le gouvernement qui est monté au créneau pour revenir justement sur les propos de cette jeunesse-là et qui a refuté toutes les accusations dont le gouvernement de Kabila est victime. Effectivement, le gouvernement est revenu sur les propos des jeunes. Pour le gouvernement congolais, ils se disent ou alors ils minimisent la jeunesse congolaise. Pour eux, la jeunesse est incapable de pouvoir d'elle-même prendre conscience de tout ce qui se passe et d'aller de l'avant. Ils disent, d'après le gouvernement, selon le gouvernement bien sûr, la jeunesse est manipulée par les opposants, par une main invisible, spécifiquement par l'UDPS et d'autres partis de l'opposition. Donc pour eux, la jeunesse ne peut pas se lever elle-même et décider de prendre en main sa destinée, comme le disait mon confrère Stanislas. Moi, je pense que le dialogue national qui a été fait vraiment est remis en question. Est vraiment remis en question. Et l'opposition réclamait un second dialogue. Et le besoin se fait vraiment entendre. Parce qu'il y a un accord qui est sorti, comme le disait le confrère Stanislas. La Constitution est au-dessus des accords, au-dessus de tout ce qui peut, tout autre accord ou alors des compromis qui peuvent sortir d'un dialogue. La Constitution est supérieure, la Constitution est sacrée. Et l'opposition avec laquelle le gouvernement devait discuter n'était pas... L'opposition, quand je parle de l'opposition, je parle vraiment de l'UDPS, particulièrement du parti d'Étienne Tshisekedi, qui n'était pas au dialogue. C'est une frange de l'opposition qui a participé au dialogue. Ils ont sorti un accord qu'on a dit, bon, Joseph Kabila doit rester au pouvoir jusqu'en 2018. L'opposition qui est l'auteur et qui veut vraiment voir la Constitution être respectée, a dit, nous, on ne reconnaît pas cela. Il faudrait passer au second dialogue, il faudrait que la Constitution soit respectée. Mais quand même, on a pu nommer le Premier ministre. Vous voyez, c'est les scandales en scandale. Le Premier ministre maintenant qui est d'abord déjà maintenant rejeté. Et également, par cette nomination-là, comme le disait le parti de l'UDPS, n'a pas été vraiment une nomination d'un commun accord. On devrait normalement les informer et c'est par consensus qu'ils devraient désigner qui devrait peut-être, si cela devait être possible, qui devrait occuper la place du Premier ministre. Tout s'est passé au niveau du gouvernement et nous on arrive maintenant, nous voyons maintenant tout ce qui est en train de se passer.
je pense que vraiment, le second dialogue, comme le proposait l'opposition, vraiment, est vraiment en train de, elle doit vraiment avoir lieu parce que là, il n'y a pas de choix. La jeunesse est déterminée, l'opposition aussi également, aussi, la Constitution aussi est là pour pouvoir départager les deux parties. Selon vous, alors, la nécessité d'un deuxième dialogue s'impose de jour en jour? Oui, ça s'impose de jour en jour. D'accord, j'en viens à vous, Axel Emana Ballo. Quel est le scénario qui se profile à l'horizon? On a un Premier ministre déjà contesté, avant même cette histoire de double nationalité. Selon vous, comment est-ce que les choses vont se passer? Jusque-là, on n'a toujours pas eu les preuves venant de sa nationalité congolaise. À quoi doit-on s'attendre aujourd'hui en République démocratique du Congo? Je crois qu'aujourd'hui, je pense plutôt que le président actuel en exercice, Joseph Kabila, doit pouvoir aller à une table de négociation, surtout avec le parti de l'UDPS, aujourd'hui, qui est en train de tout jouer. Vous savez, on connaît un peu, on sait un peu, on se rappelle un peu les conditions dans lesquelles les accords de Kinshasa ont été conclus et tout. Et par conséquent, on a parlé d'une frange de l'opposition qui était donc à ce rendez-vous historique. Et ce n'est que suite à ces décisions que ce Premier ministre a été nommé. Aussitôt nommé, aussitôt les problèmes commencent. On a déjà commencé par parler de cette histoire de nationalité, de binationalité. Vous savez, la Constitution congolaise, elle est claire. Elle va toujours rester claire, comme l'a relayé tout à l'heure les confrères pendant que je faisais donc la revue. Elle est claire, vous ne pouvez pas avoir une double nationalité et prétendre à ces gens de poste dans le pays. Et c'est une histoire qui datait depuis le temps de Mobutu, quand il était au pouvoir. Donc c'était juste qu'on attendait que le Premier ministre en question, Sami Badimbaga, lui-même revienne et qu'il nous éclaire un peu sur ce qui se passe. Est-ce que c'est vraiment, il a une double nationalité? Est-ce qu'il détient effectivement la nationalité belge? Il doit pouvoir quand même se prononcer. Maintenant, s'il ne se prononçait pas en réalité, que va-t-il se passer? Est-ce que le pays va basculer ou pas? Parce que d'abord, sa nomination est déjà contestée, n'est pas accueillie, surtout pas le camp d'Étienne Tshisekedi, l'UDPS. Maintenant, est-ce que c'est la justice qui va débouter Sami Badimbaga? La justice est-elle à la solde du président qui est là en exercice aujourd'hui? Il y a toutes ces questions auxquelles le gouvernement doit pouvoir quand même trouver des issues et pour rassurer les uns et les autres. Maintenant, quand je prends par exemple le mouvement Bye Bye Kabila organisé par les jeunes, le camp de Kabila a dit que c'est une main invisible. Ce sont les opposants qui sont en train de manipuler donc la jeunesse. Mais je ne pense pas, simplement parce que les jeunes ont été clairs. Ils ont dit que le chômage, et effectivement, j'irai très rapidement, le chômage est en train de grandir, en quelque sorte, de sévir évidemment dans le pays. Et par conséquent, il faut que le gouvernement trouve une solution qu'il a déjà fait. Tout ce temps au pouvoir, la jeunesse est restée toujours au carreau et ça ne marche souvent pas. Il faut passer à une alternance aujourd'hui afin de permettre à certaines personnes aussi, sinon à la jeunesse, de pouvoir quand même commencer par s'en sortir. Ce qui est légitime, ce qui n'est pas encore faux, c'est maintenant le moment pour Kabila de pouvoir négocier. S'il faut même négocier dans les coulisses, il faut que Kabila négocie. Sinon, on risque le pire. On aura compris. Merci à vous, Axel Ballo. On va continuer à parler de revendications, on va continuer à parler de protestations, de contestation, de grogne sociale et de malaise social. Mais cette fois-ci, on ira au nord-ouest du Cameroun et notamment à Bamenda. Bamenda qui est depuis quelques jours déjà le théâtre de manifestations. De quoi s'agit-il? Je vous laisse en apprendre davantage dans ce reportage. On se retrouve juste après. Tout porte à croire qu'il s'agit d'un conflit entre anglophones et francophones au Cameroun. Au départ, il était question d'une grève des enseignants de Bamenda, une commune située au nord-ouest du Cameroun. Ces enseignants anglophones se sont insurgés contre le déploiement d'enseignants francophones dans des écoles anglophones, alors que la loi de 1998 sur l'éducation dans ce pays met en relief une indépendance et une autonomie de ces deux sous-systèmes. Ils se sont surtout indignés contre le fait que le gouvernement recrute des francophones pour enseigner l'anglais aux enfants anglophones. Cet état de choses s'apparente pour eux à une discrimination. Un avis partagé par la population de cette région qui a rejoint le mouvement de ce lundi. La grève s'est aussitôt transformée en une manifestation populaire contre la discrimination. La population anglophone camerounaise est allée plus loin en demandant un retour à l'État fédéral comme celui observé de 1961 à 1972. La police est invitée dans la marche et a dispersé les manifestants de cette région, considérée comme l'un des fiefs de l'opposition camerounaise. Du côté
des dirigeants, le ministre de la Communication, Issa Chiroma Bakari, dit n'avoir pas eu vent des revendications de cette catégorie socio-professionnelle. Il a par ailleurs indiqué que le gouvernement publierait ce mercredi des informations précises sur la situation dans cette 4e ville du pays. Ce mouvement intervient quelques jours après celui des avocats anglophones qui se plaignaient d'une traduction erronée des textes de loi en anglais. Un reportage réalisé par France Kadja. Et comme vous venez de le suivre, les enseignants anglophones ont donc emboîté les pas aux avocats anglophones qui ont lancé au mois d'octobre un mouvement de grève justement pour protester contre leurs conditions de travail. Et c'est avec vous, Ghislaine Ebogo, que nous allons en parler. Alors dites-nous, quelles sont aujourd'hui les revendications de cette population anglophone? Oui, Carole, comme vous l'avez si bien dit, depuis le mois d'octobre, la zone anglophone du Cameroun, précisément Bamenda, est devenue le théâtre des grèves et puis des manifestations de protestation. Le fonctionnement des tribunaux des régions anglophones camerounaises, comme je le disais, à Bamenda, a vraiment pris un coup. Les grèves se sont vraiment affilées. La nouvelle expression déclare que les hommes en toge noire du Cameroun se plaignent depuis le 15 mai 2015 qu'ils réclamaient la traduction des textes de l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique des droits des affaires OHADA, une association de 17 pays africains qui n'a pas été traduit en anglais. Il réclamait vraiment la traduction de ces textes. L'avocat anglophone Enoch Benjamin, d'après le Camerbi, soutient, je cite, vous le permettez vraiment, « Nous avons tout fait pour engager le dialogue. Les avocats anglophones camerounais estiment que l'État veut leur imposer le droit civil en vigueur dans les régions francophones du Cameroun à la place du code civil anglo-saxon que les deux régions anglophones ont hérité de la colonisation. Nous avons grandi dans le système juridique du Commonwealth. Aujourd'hui, nous constatons qu'on veut nous imposer le droit francophone. Le droit francophone. C'est un peu les réclamations du corps des avocats de la région anglophone. Ils sont en train de réclamer, non seulement ils réclament la traduction de ces textes-là en anglais, également vraiment le libre arbitre de leur justice. Ils ne veulent plus avoir affaire au principe du système francophone. Et puis nous avons également le site Camer 24 qui a abordé l'affaire sous un autre angle. Effectivement, le site Camerbi a dit que les avocats ont adressé une lettre au président camerounais Paul Biya. Dans cette correspondance où ils exigeaient la création par les autorités camerounaises d'une commission ad hoc chargée d'étudier leurs revendications et de la satisfaire. Le président de l'Assemblée générale des avocats du Cameroun, M. Nico Hall, a été reçu par le ministre de la Justice le même jour où les hommes en robe en noir ont entamé leur grève. Et selon le Camerbi également, les avocats ont continué une grève, bien que leur situation était déjà à la table, leur dossier était déjà traité à la table, était déjà traité au niveau du ministre de la Justice, Laurent Esso. Ils ont continué la grève pendant 4 jours. Et pourtant, dès la première journée, leur voix avait déjà été entendue par rapport au test, la traduction des tests de l'OHADA. Mais la persistance de cette grève a vraiment mis en question vraiment le doute des autorités camerounaises, ceci d'après le Camer.com, qui s'est vraiment interrogé si réellement ces revendications se limitaient uniquement à la traduction des tests en anglais. C'est après que les 4 jours suivants, la grève, les avocats clamaient des slogans tels que « On veut le retour au fédéralisme, nous réclamons notre indépendance sur tous les plans » et leur grève a eu vraiment des répercussions sur la justice dans le nord et le sud-ouest du Cameroun. Vous avez vu par là, il y a eu des audiences qui ont été reportées et des détenus qui ont été jugés sans vraiment le soutien de leurs avocats. D'accord. Et puis, à part le Camer 24, il y a également le média, le Blade Parle, qui s'est aussi intéressé à cette actualité. Oui, le Blade s'est intéressé à parler plutôt maintenant de la grève des enseignants qui a eu lieu. Après les avocats, c'était la grève des enseignants. Et il a commencé par dire la CAN féminine qui découle de ce mois, qui se passe en ce moment au Cameroun, n'est précisément au stade Omnisport de Yaoundé, n'est pas le seul événement qui inonde les réseaux sociaux camerounais actuels. Il y a la protestation dans les zones anglophones des avocats et également des enseignants.
Blaise Pal, lui, a mis un accent sur la grève des enseignants en disant une véritable manifestation populaire a eu lieu actuellement dans la ville de Bamenda au Cameroun. Des milliers de personnes sont descendues dans les rues pour de multiples revendications. Le Blaise Pal également, en disant Carole, que c'est la goutte d'eau qui a débordé le vase, c'est l'affectation des enseignants francophones dans un régime anglophone. Les enseignants disent qu'ils sont fatigués de recevoir les instructions des enseignants francophones dans leur localité. Et puis, plusieurs voix concordantes ont relevé le caractère politique de ces manifestations-là et le quotidien La Minute Info est également allé dans ce sens. Oui, effectivement, Carole, le quotidien La Minute Info vraiment a relayé les déboires qui sont survenus durant ces manifestations, spécialement les manifestations des enseignants. Ils ont dit que l'armée camerounaise a eu à tirer sur les manifestants parce qu'au-delà des réclamations qu'ils voulaient, ils vous exigeaient que les enseignants anglophones soient vraiment pris au sérieux, mais également ils exigeaient que les enseignants francophones dans le lieu à Bamenda quittent immédiatement les lieux et retournent dans la zone anglophone. Mais également, ils ont demandé un retour à l'État fédéral. Et pour cette raison, la police camerounaise de Bamenda, précisément, a eu à tirer sur les manifestants. Et selon le bilan, il fait état de 1 mort selon le gouvernement et l'opposition déclare qu'il y a eu 4 morts. Merci Ghislaine et Bogo. Et cette situation qui prévaut actuellement à Bamenda est l'expression de malaise social puisque au-delà des avocats, au-delà des enseignants, il y a toute une population qui crie aujourd'hui la discrimination, qui se dit être victime d'une ségrégation, qui se dit aujourd'hui être lésée d'une certaine manière. Alors vous, Stanislas Manganfin, est-ce que vous comprenez, est-ce que vous arrivez à comprendre le caractère violent de la répression lors de ces manifestations-là? Oui, ce caractère violent des manifestations n'est que les conséquences ne sont que les conséquences de ce qu'on peut appeler la démission d'un président qui a abandonné une partie du peuple. Lorsque vous avez un peuple bilinguiste, lorsque vous avez un peuple et vous avez 2 grandes régions dans le pays, il y a une région anglophone et une région francophone. Vous ne pouvez pas vous occuper uniquement de la région francophone en omettant les droits de ceux qui parlent aussi l'anglais. Je crois que ces populations aussi réclament quelque chose qu'il faut écouter parce qu'après tout, Paul Biya n'est pas que président des Camerounais, des Camerounais anglophones, mais aussi des Camerounais francophones. Enfin, pas seulement pour les francophones, mais aussi pour les anglophones. Il faudra que cette je dirais, discrimination puisse être corrigée de la part de ce président qui d'ailleurs a abandonné pratiquement tout le peuple camerounais et qui, comme vous le savez bien, aime bien les voyages, les repos en Occident, notamment en Suisse, pour se faire la vie belle. Je crois qu'il y a une crise sociale dans le pays à laquelle il faut faire face. Il faut parler au plus vite pour que la situation ne dégénère pas davantage. Les gens, enfin, il y a les enseignants qui réclament, il y a les avocats qui réclament, tout le monde réclame finalement. C'est une grogne sociale généralisée à laquelle le gouvernement, me semble-t-il, n'est pas encore prêt à répondre. C'est vrai, il y a que c'est un gouvernement qu'on a vu le nom, avec un président qui règne depuis plus de 20 ans dans un pays comme ça, ou qui se dit encore démocratique. Je suis sûr que Paul Biya a encore bien des choses, normalement, à se reprocher. Mais écoutez, vous l'avez dit, il y a beaucoup de choses à corriger au Cameroun, certainement. Asseliman Abalo, votre lecture de la situation à Bamenda. Oui, moi je veux plutôt parler d'une marginalisation parce que, vous savez, c'est vrai que le peuple, enfin, les anglophones ne sont pas nombreux comparativement aux francophones. C'est un pays bilingue en réalité. Et je crois que Paul Biya doit pouvoir comprendre certaines choses. Il n'est pas le président que des francophones. Il est le président de tous les Camerounais. Autrement, que tu sois donc anglophone ou francophone, Paul Biya est le président de tout le peuple
camerounais, il doit pouvoir comprendre qu'il ne doit pas avoir de marginalisation, il ne doit pas avoir de ségrégation. Non. Quand on rentre un peu dans les tests, il y a une loi de 98 qui stipule en réalité qu'il doit avoir d'équilibre des deux côtés. C'est-à-dire l'anglophone doit pouvoir bénéficier des mêmes choses, enfin, doit avoir les mêmes attributs les mêmes avantages ou les mêmes attributs que le francophone. Alors pourquoi est-ce qu'aujourd'hui les anglophones se lèvent maintenant pour dire nous réclamons aujourd'hui un État fédéral? Ils veulent maintenant leur indépendance carrément. Ils veulent carrément quitter. Eh bien, ils veulent cesser, ils disent complètement aujourd'hui que eux, ils ne veulent plus qu'on les appelle maintenant des anglophones, ils veulent avoir leur indépendance carrément à part. Vous faites bien de le signaler. Les manifestants proposent, sinon exigent donc le retour au système fédéraliste. Eh bien, les manifestants, parmi les récriminations des manifestants, il y a le fait que les régions anglophones ne soient pas souvent concernées par les projets de développement. Et ce que je voudrais vous poser comme question, Chidéi Kalosessou, c'est que la ville de Bamenda, elle est le fief de l'opposition. Est-ce que vous pensez qu'il pourrait y avoir un quelconque rapport entre la discrimination que dénonce aujourd'hui la population de Bamenda? C'est une possibilité parce que si l'opposition est bien appréciée ou c'est son fief de l'autre côté, comme vous êtes en train de le dire, eh bien l'opposition pourrait réveiller des dossiers réveiller des sujets qui sommeillent également de l'autre côté. Cela ne faudra pas dire que au niveau de l'autre zone, je veux parler des francophones, que tout est rose, mais l'opposition peut titiller comme on en a l'habitude sur le continent et montrer qu'il y a beaucoup de choses qui donc ne se déroulent pas comme cela se doit. Alors donc c'est une éventualité. Même moi je voudrais quand même qu'on évite cette scission parce qu'on risque d'en arriver là. Il va falloir l'éviter vraiment. Aujourd'hui nous avons 54 pays sur le continent africain. En prix, enfin il y a beaucoup qui se battent pour qu'il y ait un États-Unis en Afrique. Alors si il y a cette logique pour laquelle beaucoup se battent dans ce même temps et d'autres doivent revendiquer, réclamer une indépendance, créer un 55e État, vous êtes d'accord avec moi que ce n'est pas l'idéal. Mais ce qui est important, c'est que dans un pays du genre, le droit, on doit donc reconnaître et céder le droit à chacun. Chacun doit bénéficier vraiment de ce qu'on lui doit. C'est important. C'est très important. Faites bien de le signaler. On va laisser la parole pour terminer à Ghislaine Bogo. Oui, Carole, merci. Je voulais pouvoir ajouter quelque chose par rapport à tout ce que mes confrères lui ont dit. Le Cameroun, comme on le sait, était une colonie allemande. C'est vrai, c'est après la Première Guerre mondiale que le Cameroun est revenu à la France et à l'Angleterre. Et en 1972, les deux pays ont décidé, les deux parties ont décidé de s'unir et de pouvoir former, en 1961, de pouvoir former un seul Cameroun. Et en 1972, ils ont décidé que la capitale sera fixée à Yaoundé. Et donc, tout ce qui se passe, c'est vrai que le Cameroun a 10 provinces et l'Afrique, la zone anglophone, en a 2 parmi les 10 provinces. La zone francophone en a 8. Ce qui se passe, c'est que Bamenda, comme on le dit, Bamenda, vraiment, c'est le chef-lieu de la province du Nord-Ouest, et également le fief de l'opposition depuis des années, depuis plus d'une quinzaine d'années, comment on le dit, le principal opposant de Paul Biya, John Fundi, qui se trouve à Bamenda. Quand je dis cela a rapport avec la politique, parce que une fois que les avocats sont descendus sur le terrain, John Fundi est monté au créneau et a dit, il est temps, il est passé, il a dit, c'est vrai, parce que depuis des années, il y a eu des rumeurs, on dit non, il est temps qu'il y ait alternance, et si le pouvoir quitte le centre, parce que Paul Biya est du sud et du centre, si le pouvoir quitte le centre, avant c'était au nord avec comme on l'appelle, Amadou Ahidjo, comme c'était au nord, maintenant que c'est venu au centre, au sud, maintenant si le pouvoir doit quitter, ça doit venir à l'ouest, au sud-ouest, donc chez les Bamenda. Et John Fundi a tout fait. Si c'est que la zone anglophone était vraiment nombreuse, je pense qu'on aurait vraiment pour président actuellement John Fundi.
Mais cela n'a pas pu parce que, vu l'équité, John Foudi est monté Vous au avez créneau, encore 30 non, secondes, lui, John Foudi est monté au créneau, demandez aux avocats, je vous soutiens, il est temps vraiment pour vous réclamer l'État fédéral. Donc, ce qui fait, c'est ce qui a poussé la police, vraiment, c'est vrai, la police, je ne cautionne pas la violence, mais c'est ce qui a poussé la police maintenant à tirer sur les manifestants. Parce que, après la déclaration de John Foudi qui a dit il est temps vraiment, comme je ne peux pas être président, il est temps maintenant qu'on ait notre État. Et si c'est que le Cameroun se divise, c'est lui qui sera le président de l'Afrique. Non, c'est lui qui est monté. Et non, mais il ne faut pas décourager, il faut corriger. Il faut décourager cela, non, il faut corriger. Non, je n'encourage pas. Le sujet est intéressant et on veut tous parler à la fois. Malheureusement, le temps qui nous a été imparti tire vers sa fin. Nous allons devoir nous intéresser au troisième sujet de cette émission. Le sujet, il s'agit bien évidemment du 4e sommet Afrique-Monde arabe qui se tenait ce mercredi à Malabo, en Guinée équatoriale. Et le sommet s'est vu écourté par le départ du Maroc qui protestait ainsi contre la présence de la République arabe sahraoui démocratique. Plus de précisions dans ce reportage de Stanislas Langofin. Ce sommet Afrique-Monde arabe portant sur le thème de la coopération économique n'aura pas été jusqu'au bout. L'interruption brusque de cette rencontre afro-arabe est intervenue quand le Maroc s'est opinément retiré, protestant contre ce qu'il appelle la présence de l'emblème d'une entité fantoche dans les salles de réunion. Le ministère marocain des Affaires étrangères et de la coopération a expliqué cette décision qui a été suivie par 7 autres pays arabes, l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, le Bahreïn, le Qatar, le Sultanat d'Oman, la Jordanie, le Yémen ainsi que la Somalie. Alors que le Maroc tente de réintégrer l'Union africaine qu'il avait quittée en 1984 pour protester contre l'admission de la République arabe sahraoui démocratique du Front Polisario, Mohamed VI, dans une déclaration antérieure, avait reprécisé la position échangée du royaume chérifien. Il est évident que cette décision ne signifie en aucune manière le renoncement du Maroc à ses droits légitimes ou la reconnaissance d'une entité fictive dénuée des attributs les plus élémentaires de souveraineté et qu'on a fait entrer au sein de l'Organisation de l'Unité africaine en violation flagrante de sa charte. Le Sahara occidental est considéré comme partie intégrante du Maroc, alors que le Front Polisario, qui milite pour l'indépendance de la République arabe sahraoui démocratique, réclame un référendum d'autodétermination. Ce 4e sommet afro-arabe s'est donc achevé à queue de poisson à Malabo. Voilà, c'était donc un reportage de Stanislas Langofin. Et puis ce départ précipité du Maroc a été diversement apprécié par les quotidiens africains parus jeudi dernier. Et dites-nous alors, Stanislas Langofin, que dit la presse africaine de ce comportement? Exactement, Carole. À Horekon, c'est un clash politique exprimé dans un virulent communiqué pour dénoncer ce que les Marocains appellent la présence de l'emblème d'une identité fantoche dans la salle des réunions. Cette présence révolte le Maroc et le pousse à se retirer avec fracas, note Guinée-Conakry Info. Une attitude pour le moins surprenante relève le site guinéen de la part d'un pays dont l'offensive diplomatique et la percée économique, surtout dans les pays au sud du Sahara, est des plus étonnantes. Cette désinvolture politique complique absolument le retour annoncé du royaume chérifien au sein de la grande famille africaine qu'elle avait boudé justement à cause du même Front Polisario, rappelle le site guinéen. Ce retrait du Maroc et de plusieurs autres pays arabes est donc pour protester contre la participation à ces assises du Polisario, rapporte Burkina 24. C'est le ministère marocain des Affaires étrangères et de la coopération rapporté par le site de Africa numéro 1 qui a donné les explications de l'attitude marocaine. Et à Œil d'Afrique de rappeler que la délégation marocaine a quitté Malabo alors que le Maroc tente de réintégrer l'Union africaine que Rabat avait quitté en 1984 pour protester contre l'admission de la République arabe sahraoui démocratique du Front Polisario. Côte d'Ivoire Net rappelle que le royaume chérifien a claqué la porte du sommet avec 7 autres pays arabes que sont l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, le Bahreïn, le Qatar, le Sultanat d'Oman, la Jordanie, le Yémen ainsi que la Somalie. Partant avec les gros bailleurs du sommet, note le site guinéen Guinée-Conakry Info, les Marocains compromettent réellement l'issue heureuse d'une rencontre qui s'annonçait sous de bons auspices, un sommet
qui a bégayé dès l'entame, ce n'était vraiment pas bon signe. Ce n'était vraiment pas bon signe, vous l'avez dit. Et donc, après avoir claqué la porte de ce sommet-là, le Maroc a été suivi en signe de soutien par 8 pays, dont la Somalie, et le Qatar, l'Arabie Saoudite, le Yémen et autres. Ce sont des pays, ce sont des poids lourds. Alors, dites-nous, Axel Eman Abalo, ce départ a certainement eu un impact sur les attentes des autres pays africains beaucoup moins riches qui attendaient de repartir de ce sommet-là avec des promesses, avec des engagements. C'est du gâchis, Carole Adriana Rodécon, simplement. Il faut l'avouer parce que, vous savez, les pays les moins avancés qui étaient présents donc à ce sommet, à cette rencontre, s'attendaient à ce que des engagements, des promesses, des choses intéressantes soient en réalité, des décisions intéressantes soient prises le jour-là. Mais il s'est fait que le Maroc seul, qui a voulu donc partir, traîne derrière lui 7 autres pays. C'est pas bien, c'est pas bien. C'était donc une démonstration de force. Oui, mais est-ce qu'on a besoin, parce qu'on est grand, on est puissant, est-ce qu'on a besoin quand même de terrasser aussi les plus jeunes pays, enfin, les jeunes pays comme ça? Les jeunes pays, vous dites? Oui, c'est pour dire un peu. C'est une expression assez drôle. Mais on comprend ce que vous voulez dire. Les moins avancés qui étaient présents donc à ce sommet. D'accord, Axel Eman Abalo. Alors dites-nous, Chidérik Sessou, on sait que le Maroc a entrepris depuis peu une tournée de séduction pour convaincre l'Union africaine de se faire réintégrer à nouveau au sein de l'Union africaine. Alors ce comportement-là, à l'occasion de ce sommet, est-ce que vous pensez que ça pourrait avoir un impact sur son retour au sein de l'institution africaine? Ça devrait avoir d'impact. Si j'étais l'un des responsables, si j'étais à la place de Idriss Déby Itno, par exemple, je pense que le Maroc doit être sanctionné, il doit être découragé, parce que l'argument principal que le Maroc a mis sur la table pour se retirer a évidemment rapport avec la présence de la République sahraoui. Voilà. Une république que le Maroc ne veut pas sentir, une république qui est en train d'être acceptée dans l'Union européenne. Qui ne reconnaît pas tout à fait, est en train d'être acceptée dans l'Union africaine et qui a provoqué le retrait du Maroc en 1984. Et si aujourd'hui la présence de cette même république en Guinée équatoriale fait réagir le Maroc, alors je me dis, le Maroc qui court, comme vous l'avez dit, une tournée de séduction et dans le même temps, ce Maroc se retire encore. Je pense que le Maroc a plutôt une opportunité en Guinée équatoriale pour montrer qu'il voudrait bien, d'accord, qu'il mérite de réintégrer l'Union africaine. Mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. Et donc, je pense qu'il doit être découragé. Voilà, votre avis à vous, Gisèle Ngogo, pour finir. Oui, comme l'a dit mon confrère Chidérik Carlo Sessou, la réaction vraiment du Maroc démontre tout, réduit vraiment au dénominateur, néant, comme si vous permettez le terme, tous ces efforts pour pouvoir réintégrer l'Union africaine. Vous voyez, comme là c'est bien dit Axel, beaucoup de pays africains sont partis dans l'espoir, vraiment dans l'espoir qu'ils vont retourner soit avec des contrats, soit avec vraiment des promesses. Mais à cause du Maroc, tout cela a été vraiment hypothéqué. Cela montre, est-ce qu'il veut vraiment contribuer à l'unification, à la construction de l'Afrique, ou alors vraiment il veut détruire? Parce que tout part de là. On parle de l'Union africaine, on ne parle pas de la division, encore moins peut-être, nous ne savons pas vraiment ce qu'il y a. C'est vrai, il y a anguille sur roche, mais on ne veut pas savoir. Nous voulons vraiment que l'Afrique soit unie, nous voulons vraiment construire l'Afrique ensemble. Mais à cause d'une haine qu'il a fait sortir depuis 1984, il continue avec cela. Non, ce qui veut dire que, comment on peut le dire vraiment, tout ce qui brille n'est pas or. Il peut vraiment être mais son intérieur vraiment n'a pas vraiment pas. Bogo. Et puis nous rappelons rapidement qu'à l'origine de... Juste 2 secondes. Vous avez 30 secondes alors. Rigoureusement 30 secondes. Il faut rappeler au Maroc qu'on ne peut pas vouloir une chose et en même temps son contraire. Ce n'est pas possible. Merci Axel Eman Abalo. Et puis je tenais à rappeler qu'à l'origine de cette histoire, donc c'est le conflit du Sahara occidental qui oppose le Maroc au Front Polisario. Le Maroc qui estime toujours que la République du Sahara occidental constitue donc fait partie intégrante de son royaume. Ce contre quoi proteste le Front Polisario. Et c'est un conflit qui dure depuis 1984, vous venez de le dire, et qui avait provoqué à son temps le départ du Maroc
de l'Union africaine en signe de protestation. Nous avons parlé de l'actualité africaine, nous allons maintenant nous rendre hors des frontières africaines et ce sera à travers la revue de presse. Suivez plutôt, on se retrouve après. Amis de la revue internationale, bonjour. Juppé ou Fillon, qui sera le candidat de la droite à la présidentielle de 2017 en France? Il faut attendre dimanche pour connaître le choix des Français. Mais le journal canadien Huffington Post a vu un rude combat entre les deux. France Info s'est plutôt intéressé au débat entre les deux hommes jeudi dernier. Le journal trouve que Alain Juppé et François Fillon ont marqué des points. Mais avant d'en arriver là, Alain Juppé et François Fillon ont pris le dessus sur 5 autres candidats, dont Nicolas Sarkozy. Ce dernier, après son échec, annonce son retrait de la vie politique, renseigne France Info. Le journal en ligne placade à la une, primaire de la droite, Nicolas Sarkozy quitte la vie politique sur un échec. Dans un article proposé au lecteur, France Info rapporte un extrait du discours post-défaite de Sarkozy. L'ancien président français déclare, je cite, « Il est donc temps maintenant pour moi d'aborder une vie avec plus de passion privée et moins de passion publique. » Fin de citation. Le sujet a intéressé également le Huffington Post. Le journal canadien a fait savoir que Nicolas Sarkozy a tenu ce discours le soir de sa défaite devant ses partisans. Un discours analysé par mes confrères de France Ouest. Ils trouvent que c'est un adieu de Sarkozy à la politique. Mais le site web de la chaîne LCI rappelle que c'est la deuxième annonce de retrait faite par Sarkozy après celle qui faisait suite à son échec de 2012 face à Hollande. La présidentielle aux États-Unis n'a visiblement pas encore dit son dernier mot. Une possibilité de recomptage des voix pointe à l'horizon. La question a été posée cette semaine par le Courrier international. À en croire le New York Times, selon le dernier décompte, Hillary Clinton a remporté 2 millions de voix de plus que son rival lors de la présidentielle, soit une avance de 1,5 point de pourcentage pour la candidate démocrate. Paris Match, l'avenue nette et 24 heures lève un coin de voile sur les États concernés. Il s'agit en effet de Wisconsin, de la Pennsylvanie et du Michigan. Ce recomptage est une idée émise par la candidate écologiste Jean Stein qui a lancé une souscription pour atteindre son objectif, renseigne l'Express. Les États-Unis auront-ils leur première présidente où la victoire de Trump est un acquis? Eh bien, les journaux n'apportent aucune précision et s'en remettent plutôt à l'éventualité d'un recomptage des voix. De toutes les façons, Donald Trump se prépare à prendre la clé du bureau ovale le 20 janvier 2017. Le site de Radio France Internationale a suivi de très près les consultations du républicain. Mes confrères pensent que Trump prend tout son temps. 24 heures a fait le même constat, mais précise que les nominations sont pour très bientôt. Le suspense est aussi réel au niveau de la nomination du chef de la diplomatie, rapporte le site web de RTBF. Mais tout n'est pas au ralenti selon Libération. Le journal renseigne que 4 postes ont été pourvus en début de semaine écoulée. Il s'agit des postes du chef de cabinet de la Maison-Blanche, du conseiller à la sécurité nationale, du procureur général des États-Unis et du directeur de la CIA. Au-delà de ces nominations, Le Monde nous apprend aussi la nomination d'une partisane de l'école libre à l'éducation. En attendant la sortie d'une liste exhaustive des futurs collaborateurs de Trump, on marque la fin de cette revue. Merci de l'avoir suivi. Voilà, retour sur ce plateau après cette revue de presse inter réalisée par Vossoin Chideri Kalosessou. Et moi, au nombre de toutes les actualités que vous avez relayées, il me plaît de revenir sur la cinglante défaite de Nicolas Sarkozy. Elle est aussi cinglante qu'on a parfois envie d'en rire. Je crois que Nicolas Sarkozy, ancien président de la République, qui a eu des déclarations, vous vous rappelez bien, au Sénégal, qui se moquait véritablement des Africains. Je crois que en disant, je cite, que l'homme noir n'est pas suffisamment entré dans l'histoire. Dans l'histoire. Je crois que lui, il est maintenant entré dans l'histoire et pas la porte et pas la que petite vous connaissez. Porte, il faut voilà, dire. la petite porte est moins petite que cela ne semble ne paraisse. Je crois que Nicolas Sarkozy, c'est aujourd'hui quelqu'un qui a annoncé son départ de la politique. Ce n'est pas un événement parce qu'il ne représente plus en réalité rien.
pour la France et je crois que les Africains que nous sommes, nous devons nous en réjouir compte tenu de tout ce qu'il a fait sur le continent. Et si aujourd'hui on parle du chaos libyen, c'est bien Nicolas Sarkozy puisqu'il a eu à dépêcher des troupes sur le terrain avec la complicité de l'OTAN. Entre-temps, il y a eu des arguments, je dirais, fallacieux qui ont été évoqués pour envoyer des troupes là-bas aussi. Le cas de la Côte d'Ivoire, le chaos dans lequel végète la Côte d'Ivoire. Il y a bien des choses aujourd'hui qui donnent raison à l'Afrique de véritablement se réjouir de cette sortie, je dirais, honteuse de Nicolas Sarkozy. Merci Stanislas Langonfin. Les Français ont donc dit non à Nicolas Sarkozy et c'est une nouvelle qui n'a pas été diversement appréciée en Afrique, vous l'avez dit. C'est un sentiment de joie, c'est un sentiment collectif de joie que nous avons noté, Ghislaine Ebogo. Comme on le dit d'habitude, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Ça a été vraiment, comment on peut le dire, une joie pour le continent africain. Après tout ce que Nicolas Sarkozy a eu à faire quand il était président, non seulement il a toujours dénigré l'Africain, mais également il voulait vraiment marquer son passage de président en tant que président négativement au niveau du continent africain, comme mon confrère Stanislas l'a si bien souligné, que ce soit au Sénégal, en Libye. Jusqu'à ce jour, on continue de parler du chaos libyen. Depuis cet instant, la Libye n'a plus de paix. Et il y a aussi eu ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Autant donc de raisons de s'en réjouir, n'est-ce pas, Carole? Évidemment, vous savez, Carole Adriana Rodé-Concy, aujourd'hui, eh bien, le chemin du palais de la présidence se referme. Je crois que Sarkozy doit pouvoir ménager sa monture pour prendre maintenant le chemin du palais de la justice. Parce que c'est le moment pour lui maintenant de répondre aux actes qu'il avait posés. Je prends par exemple le cas libyen. Kadhafi, il est resté là, il a détruit la Libye. Jusqu'à aujourd'hui, est-ce que la Libye a retrouvé sa stabilité? Jusqu'aujourd'hui, non. Le pays a complètement basculé dans la violence. On parle aujourd'hui, on va vous parler d'un gouvernement d'union. Demain, c'est encore un autre général qui a pris... Un gouvernement parallèle. Et puis, c'est tout un mélange. Je crois que c'est le moment pour Sarkozy de répondre de ses actes. Il a reçu une très bonne leçon de vie. Il ne va jamais oublier. Merci à vous, Excellent Abalo. Je termine par vous, en 30 secondes. En 30 secondes, je vais y arriver. C'est une joie sur le continent. C'est un fait, mais à mon niveau, je me demande si cela devrait être une joie. Écoutez, Sarkozy, même si il a fait beaucoup de choses contre le continent africain, qui nous dit que ceux qui sont là actuellement, que ceux qui viendront ne feront pas comme Sarkozy. Il faut déjà décourager, c'est ce qui nous dit que ceux qui sont là ou qui viendront respirent l'Afrique. Écoutez, je vous dis, ça ne à force de pas, dénoncer déjà, je pense que à force de dénoncer déjà, je pense que c'est ceux-là qui doivent venir, ceux-là qui doivent venir, ils auront donc une idée pareille. Le départ de Sarkozy, pour moi, n'est nullement un facteur de joie. Enfin, c'est mon avis. C'est votre avis, nous n'avons vraiment plus de temps. Je vous propose de garder vos idées au chaud. Je vous propose de garder vos idées au chaud. Je vous en prie, c'est la fin de ce numéro. Oui, nous avons compris, mais c'est la fin de ce numéro de la Grande Revue. Et c'est votre émission hebdomadaire dédiée à la revue de l'actualité africaine. Pour ce numéro, donc, j'étais avec Axel Eman Abalo, Stanislas Langonfin, Childéric Allo-Sessou et puis Ghislaine Ebogo. C'était comme toujours un plaisir de passer ces moments en votre compagnie. Retrouvez-nous déjà demain à partir de 7h GMT et samedi prochain à partir de 16h GMT. À bientôt.